Sheila, Oui. La guérison, la thérapie, l'auto-guérison, est-ce que c'est ça qui nous amène à des expansions de conscience? J'aime pas les mots guérison parce qu'on n'est pas malade. Tu vas remarquer qu'il y a pas mal de mots que j'apprécie pas forcément. Je suis pas, ça résonne pas en moi en tout cas. J'aime pas les mots guérison. J'aime bien les mots inconscience, méconnaissance, ignorance de notre vraie nature, de comment ça fonctionne. C'est le bordel de l'incarnation plutôt. Donc je dirais que l'inconscience amène, s'il y a un désir qui est là, d'aller vers quelque chose de mieux, de changer son expérience, le désir, il est exaucé, ça t'amène à la conscience. Pourvu que tu as envie d'y aller, parce que le problème, c'est que il y a des personnes qui ont envie d'y aller mieux, mais elles sont tellement habituées à aller mal qu'elles ne savent pas aller mieux. Elles ne savent pas aller mieux. Le fait d'aller mieux, ça leur fait peur. Et comment on passe de l'inconscience à la conscience? C'est un chemin personnel et individuel. Et toi, tu as fait comment, toi? Ça commence par un désir. Je ne pourrais pas donner comme un point de départ parce que j'ai la sensation que depuis que je suis née, je suis sur ce chemin. Mais je sais que dans mon cas, j'avais un fort désir déjà de comprendre. Je sentais qu'il y avait des choses qui n'étaient pas normales dans ma vision du monde et ça commençait par un fort désir de comprendre ce qui s'est passé. Tu veux dire que tu n'étais pas en accord avec les croyances du monde? Il y avait ça, je n'étais pas en accord avec les croyances du monde, mais aussi je ne comprenais pas pourquoi il y avait la guerre, je ne comprenais pas pourquoi il y avait des gens qui souffraient. Pour moi, c'était insensé. Et c'est tous ces questionnements, c'est important de se questionner, de se remettre en question, je pense que c'est ce qui nous fait avancer. C'est tous ces questionnements qui m'ont amené à m'ouvrir peut-être à une réponse, à la réponse que j'essayais de chercher pour moi. C'est quoi la place de l'ego dans ce passage d'un état d'inconscience à un état de conscience? C'est un pont. C'est un pont et l'ego, c'est une structure qui est là pour nous permettre de jouer ce jeu de l'incarnation. Et l'ego, tantôt tu peux t'en servir pour être dans l'inconscience, tantôt tu peux t'en servir pour être dans la conscience, sachant que tu n'es pas l'ego. De la même façon que tu peux te servir de l'ego, aller dans l'inconscience en sachant que tu n'es pas l'ego aussi. Une fois que tu es désidentifié, c'est ça qui est intéressant, une fois que tu es désidentifié, il n'a pas de mauvais rôle parce que tu ne te confonds pas avec lui. C'est presque un outil finalement. C'est un outil et c'est un jeu et c'est très intéressant de les manier quand on sait que c'est nous le boss, quoi. C'est comme quand on tape avec un marteau sur un clou, si on le fait en conscience, le clou il s'enfonce droit, si on le fait en inconscience, on peut se taper sur les doigts. C'est à peu près ça. Donc si on le fait en inconscience, on peut se créer des expériences qu'on n'a pas envie de vivre, parce qu'on ne sait pas comment l'ego fonctionne, on ne sait pas qu'en fait, on peut le faire regarder là où on veut. Et si on le fait en conscience, en fait, on peut voir une situation et décider, nous, en tant que conscience, que traiter où on a envie de regarder par rapport à cette situation. Pour toi, un ego surexploité dans l'inconscience, ça mène à quoi? Surexploité? Trop exploité? Oui, non. Exploité exclusivement dans l'inconscience, ça mène à quoi? Ça mène à des expériences qui peuvent être agréables pour la personne. C'est pas forcément des expériences désagréables, mais ça permet pas. En fait, tu oublies carrément qui tu es par rapport à l'ego. Tu es trop identifié. Mais c'est pas mal non plus parce qu'il y a des consciences, il y a des entités, des êtres qui viennent faire cette expérience aussi. Donc en gros,
il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises expériences en fait. Il n'y a pas de bon usage ou de mauvais usage de l'ego. C'est toi qui décides si c'est bon ou mauvais pour toi. Tu fais quel lien entre l'âme et l'ego? Pour moi, l'âme, elle est immuable. Elle n'a pas de point de vue. Elle n'a pas d'avis. Elle accueille. Et l'ego, c'est comment je bouge une expérience, comment je regarde cette expérience, comment j'ai créé cette expérience. J'ai l'image, c'est très clair dans ma tête, mais pour le mettre en mots, on va dire que l'ego, c'est le filtre. Ouais. Et que l'âme, c'est l'observe en fait. Si tu lui donnes un filtre comme ceci, bah, c'est ok. Si tu lui donnes un filtre comme un autre, c'est ok aussi. Tu dirais que l'ego, c'est un outil pour l'âme, pour vivre l'incarnation. Entre autres choses. C'est quoi les autres choses? Les émotions, c'est un outil aussi. Les corps, c'est un autre outil. Et les mentales, c'est un autre outil. Et après, petit détail, il n'y a pas... Si on a 10 milliards d'êtres humains, il n'y a pas 10 milliards d'ego, il n'y a qu'un seul ego en fait. C'est comme si c'était un grand égrégore qui contient toutes les informations liées à l'ego. Et chacun se connecte comme un réseau aux informations qui concernent en fonction de la croyance qu'on a. Mais il n'y en a qu'un seul, pour moi. Et du coup, comment on utilise l'ego pour arriver à une expansion de conscience? C'est l'ego, c'est parce que tu... as ta personnalité qui est liée à l'ego. C'est l'ego qui va te dire je me sens bien ou je me sens pas bien. C'est lui qui fait... En fait, je vois plus clair maintenant, par rapport à ta question sur l'âme, c'est l'ego qui fait l'expérience de la dualité. L'âme, elle ne vit pas ça. L'âme, elle n'a pas d'avis. L'âme, elle ne se dit pas ça c'est bien, ça c'est mauvais. C'est l'ego qui fait l'expérience de la dualité. Et c'est cette expérience de la dualité qui nous fait, nous, savoir est-ce que ça me plaît ou ça ne me plaît pas. Est-ce que là, je suis alignée ou est-ce que là, je ne suis pas alignée. C'est cette dualité-là que l'ego nous fait vivre, en fait. Qu'est-ce que tu pourrais dire sur les animaux par rapport à... Quand on regarde les animaux, on sent une espèce de non-dualité chez eux. Parce que les animaux n'ont pas de personnalité. Un chat ne sait pas qu'il est un chat. Un chien ne sait pas qu'il est un chien. Il vit. Il est dans un espace de conscience qui est beaucoup plus neutre, on va dire, que nous. Quand il voit un animal qui pourrait les chasser, il ne se dit pas « Ah, là, il y a un danger, un animal qui peut me chasser ». Son instinct réagit, il réagit à l'instant, mais il ne se pose pas de questions. Il n'analyse pas. Ça me fait penser à quelque chose que tu m'avais dit hier quand on marchait dans la nature. Tu me disais, je ne sais plus si c'était le coucou, tu me disais le coucou est connu pour voler les nids des autres animaux. Et moi, ce qui m'est venu quand tu as dit ça, c'est, je me suis dit, c'est intéressant comment la vision de l'homme veut se poser, comme l'homme a besoin de donner son interprétation humaine à des choses qui sont complètement... qui n'ont rien à voir. Et souvent, les interprétations de l'homme sont souvent liées à la... au besoin de survivre, en fait. À la peur de la mort, à la peur de l'attaque, à la peur qu'on lui enlève quelque chose, au besoin de survivre. Et c'est ce qui s'est passé hier, son interprétation humaine de quelque chose qui est dans la nature, qui n'a rien à voir avec... Dans la nature, il n'y a pas « il m'a volé mon nid ».
Chacun survit à sa façon et vit à sa façon. Exact. C'est un équilibre. C'est un équilibre, exactement. Mm. Mais quand l'homme il interprète, quand l'homme il regarde, quand il n'y a pas cette méconnaissance, quand il y a cette méconnaissance, l'homme il va regarder. Il y a une forme de jugement derrière de la situation ou de voir une situation sur une seule perspective. Sur une seule perspective. Mm. Et si tu regardes, si tu fais attention et que tu écoutes l'homme, femme, hein, mais parler, tu te rendras compte que ça tourne beaucoup autour de la superviveance, comment on dit ça en français? Supériorité? Non, de survivre, de... Ah, la survie. De la survie. La survie, ouais. Oui, oui. Ce que tu es en train de dire, c'est que l'ego est piloté par la peur de la mort chez beaucoup d'êtres humains. Quand il n'est pas bien placé, oui. Quand il n'est pas à sa place, oui. Parce que tu as besoin de l'ego pour pas te jeter dans... pour pas brûler... L'ego, il te dit quand tu es en danger, tu en as besoin. Sinon, ton incarnation, elle va durer 2 semaines. Tu as besoin de cet instant. On arrive dans une époque où la nature, la planète, on voit, hein, quand on se connecte un peu aux informations, on voit que la civilisation arrive à la limite entre survie et conscience, comme s'il y avait une dualité qui sortait avec le réchauffement climatique, avec les guerres, avec les famines qui arrivent un peu partout dans le monde. Comment l'humanité pourrait aborder cette dualité entre la survie et la conscience? J'ai envie de dire par rapport à ça, je ne sais pas si ça va répondre à ta question, mais on voit souvent les choses à l'envers. Et en fait, ce n'est pas une question de survie, c'est une question de création. On a créé cette planète, cette expérience, et l'expérience telle qu'on est en train de la vivre peut faire que notre création n'existe plus. C'est pas la même chose. C'est pas nous qui allons dépérir. C'est pas l'être humain qui va dépérir. C'est pas les animaux qui vont dépérir. C'est pas qu'on amène la planète vers la mort. C'est que la création qu'on a fait, si on change pas les règles du jeu, arrive un moment, elle pourra pas continuer la création. Si on a envie qu'elle continue, il faut changer les règles du jeu. Mais si elle ne continue pas, c'est pas grave, parce qu'il n'y a rien qui disparaît, il n'y a rien qui meurt. Il y a juste la création qui change. Il y a quoi pour toi derrière la créativité? Il y a quelle énergie derrière la créativité? Pour moi, c'est l'énergie de la vie, c'est la même chose que l'énergie sexuelle, c'est la même chose que l'énergie de la source. C'est une même énergie qui s'exprime à travers de la créativité. En fait, pour moi, il n'y a pas plusieurs types d'énergie, il n'y en a qu'une seule, qui a plusieurs teintes, plusieurs déclinaisons, mais c'est la même énergie. Et pour toi, est-ce que les animaux sont connectés à cette énergie? Ouais. Je ne dirais pas connectés, ils sont cette énergie, oui. Donc notamment par leur faculté d'adaptation, on parlait du coucou tout à l'heure, qui, pour survivre, s'adapte et prend le nid des autres, par exemple, selon ma vision, parce que c'est ce qu'on nous a enseigné à l'école. Les facultés d'adaptation de la nature humaine, enfin de l'espèce animale. Et du coup, quel parallèle tu fais entre cette capacité d'adaptation de l'homme et de l'animal? Qu'est-ce qu'on retrouve dans ces deux règnes? Je pense que ce qui est intéressant, c'est que pour moi, il n'y a pas de règne. Pour moi, l'homme fait partie de l'espèce animale. La différence, c'est que l'homme est conscient de lui-même
L'homme, il est conscient qu'il est un homme, il est conscient qu'il bouge, il est conscient qu'il pense, il est conscient qu'il a des émotions. Et un animal, il n'a pas conscience de cela. Il les vit, se laisse traverser, mais il ne réfléchit pas. Il n'y a pas une pensée qui dit « Ah, je viens manger, ah, ce chat, il était bon. » Mais et je pense que c'est quand on a oublié qu'on était aussi des bêtes. Je pense que ça est venu changer pas mal de choses. Dans la façon de jouer sur cette planète. Ah, il y a un vent qui se lève. Qu'est-ce que tu penses du vent? J'aime bien le vent, c'est mon ami. C'est une autre expression aussi d'énergie. J'ai la sensation que ça nettoie quand ça s'élève. Et que ça fait sentir sa présence. Et sa caresse. Ouais, comme si ce vent était arrivé pour clore ce chapitre. Le vent, c'est la vie. Merci. Tu m'enlèves les mots de la bouche.